administrative aux victimes des parrains, pour qu'on garde quand même un minimum de confiance dans la République française. Alors Paul Tedjen, c'est un chrétien, c'est un républicain patriote. Alors, bon, il est connu quand même pour avoir très rapidement écrit une lettre extrêmement accusatrice à Robert Lacoste, dans laquelle il parle d'un système qui produit des crimes de guerre, qu'il compare aux crimes qu'il a lui-même subis entre les mains de la Gestapo. Hein, il est sans aucune ambiguïté, mais sa lettre, qui réclame donc être relevé de ses fonctions, sa lettre, il précise bien à Robert Lacoste qu'en aucun cas il ne la rendra publique, parce qu'il ne veut pas alimenter la propagande de l'ennemi de la France, de la présence française en Algérie. Et il est investi, par exemple, par des gens comme Germaine Tignon, de la charge de représenter les libéraux au sein de l'autorité civile. C'est avec Reliquet, qui a été mis en place par Mitterrand, ce sont des gens qui sont censés tenir bon, quoi, et limiter les dégâts. D'accord? Bon, alors après Paul Tedjen, il finit par partir en septembre quand on n'a plus besoin de lui comme caution morale. Hein. Ensuite, il est expulsé, il est arrêté par les parrains qui manquent de lui faire un mauvais sort le 13 mai 58, puis expulsé et échangé contre un général avec Paris à ce moment-là, et ensuite il bascule, alors il change politiquement, il rencontre Vidal-Naquet, et il se met à dénoncer, à témoigner en justice, quoi qu'il lui en coûte sur le plan de sa carrière. Quoi, hein, voilà, je ne vais pas me tendre trop longtemps. Il témoigne quand même au procès du réseau Janson. Hein. Il va au procès du réseau Janson, où il y a des gens qui sont idéologiquement très très éloignés de lui, pour dire... Et Debré lui en veut, demande à Michelet, ministre de la Justice, de prendre des sanctions contre lui, ce que Michelet refuse. Voilà, ça fait partie aussi du paysage. Pardon, vas-y. Peut-être, elle est fondamentale, cette question de l'incohérence, parce qu'on se la pose systématiquement quand on tombe sur des hommes comme Paul Tedjen ou Jean Reliquet. Moi, je donnerais 3 éléments de réponse. C'est quand même ce que disait Fabrice à l'instant, la question des hommes qui, à un moment donné, se trouvent à des postes de responsabilité dans l'histoire et leur façon de réagir. Si on prend le cas de Jean Reliquet, qui connaissait très très bien Paul Tedjen et qui le fréquentait, il se fréquentait dans la vie. Hein, en dehors de leurs fonctions, Paul Tedjen, secrétaire général à la préfecture de police de l'Alger, et Jean Reliquet, procureur général d'Alger. Jean Reliquet, c'est quelqu'un qui est absolument convaincu que l'indépendance est une mauvaise cause et qu'il faut combattre les nationalistes et les communistes, mais qui croit à l'état de droit. Donc il est dans cette position qui peut nous sembler complexe et impossible à tenir, mais il est là. Et donc, il ne réussit jamais à être le grain de sable qui enraye le système, mais du coup, il prend des positions qui parfois, en interne, contrairement à Tedjen, il n'a jamais rien dit publiquement, qui pour nous créent des choses un peu difficiles à comprendre si on a dans l'idée que soit on est pour la répression, soit on est contre. Lui, il est pour la répression, mais en respectant le droit. Jean Reliquet, il s'affronte avec le général Massu, vivement. Et il avait peur d'être assassiné par l'armée. Hein. Deuxième élément de réponse, je crois qu'il y a un enjeu quand même dans ces histoires-là qui dépasse la question des droits de l'homme et qui a été l'enjeu final de cette guerre, c'est le contrôle de l'armée par rapport à des équilibres internes du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit se mettre en place progressivement à la faveur de cette guerre, c'est quand même une armée qui monte en puissance et qui prend le pouvoir concrètement sur le terrain. Et du point de vue des autorités civiles, il y a un enjeu quand même à essayer de la contrôler parce que quand on est dans une république, ce sont les civils qui contrôlent les militaires. Et là, les militaires, ils sont en train de prendre du pouvoir. Donc ça aussi, c'est une source apparente d'incohérence quand on voit des services administratifs civils qui vont déployer des efforts qui peuvent nous paraître tout à fait surréalistes, mais qui sont en fait des efforts du contrôle de l'armée, pas forcément dans un but de défense des droits de l'homme, mais parce que l'armée, quand même, il faudrait qu'elle reste à sa place si on ne veut pas aller vers une menace fasciste sur le pouvoir, ce qui est un des argumentaires contre la guerre d'Algérie aussi. Et troisième élément, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier
ces acteurs que sont les familles. Moi, c'est ce que je trouve extraordinaire dans ce fichier, c'est qu'il est créé parce que les familles harcèlent les autorités, même les plus démunis. Hein. Je ne sais pas si tu l'as dit oralement, mais ils ont recours à des écrivains publics. Il y a des gens analphabètes qui vont chercher l'écrivain public pour écrire au préfet, pour demander où est mon fils, mon mari, mon cousin. Donc il y a tous ces éléments-là qui font qu'effectivement, quand on étudie, quand on se plonge dans ces rouages répressifs, ben, les choses sont toujours beaucoup plus complexes. L'impression quand on regarde ça de loin. Une minuscule anecdote à ce propos. Le 12 janvier 1957, le général Massu sort une note de service où il dit que Paul Tedjen est son adjoint civil. Dès le lendemain, Tedjen pond une note de service qui fait de Massu son adjoint militaire. Il devait rétablir. Alors il croit, il veut rétablir la hiérarchie républicaine, sauf que il n'y a pas photo. Hein. D'ailleurs, il ne se rendra même plus aux réunions rapidement avec les militaires, dans laquelle il est le seul représentant de la civile, parce qu'il ne peut pas lutter. Parce qu'au-dessus de lui, Barret, Bolotte, Lacoste sont à fond derrière les militaires. Hein. Pour finir, c'est la même chose avec Jean Reliquet, qui finit par être complètement ostracisé de toutes les réunions officielles à Alger, parce que même s'il ne le dit pas publiquement, il est sur des positions similaires à celles de Tedjen. D'autres questions? Henri. À la suite du procès que j'ai eu avec le général de Schmitt, j'ai relevé dans ce qu'il a écrit une dizaine de choses. Je cite deux. Le livre noir du Parti communiste reste encore à écrire. Autre citation, les traîtres à part entière étaient les membres du Parti communiste. Et le général de Schmitt était lieutenant à l'époque de la bataille d'Alger, à la fin de la bataille d'Alger, et donc cette position de l'armée est très significative, et c'est dans son livre, été 1957, qu'il écrit ça, et j'ai une dizaine de citations où il met en cause le Parti communiste de façon très concrète. Ce que je voulais compléter, moi, c'est à partir de mon expérience à la Villa Suzini, pour les 9 derniers mois de la guerre d'Algérie, ce qui n'est pas la période évoquée là, mais qui montre un certain nombre de choses. Par rapport aux archives, j'ai été chargé en particulier, moi, de gérer le fichier des gens arrêtés à la Villa Suzini. C'est plusieurs milliers de fiches qu'il y avait, je ne sais pas combien, c'était sur un mur grand comme l'écran, 1,50 m de haut, avec plein de petits tiroirs, puisqu'à l'époque, les fichiers, ce n'étaient pas des fichiers informatisés, c'était des fiches de cartonnées qui étaient utilisées. Donc, tous ces fichiers ont été jetés dans le jardin de la Villa Suzini le 20 ou 21 mars 62. J'ai la confirmation de l'officier qui a pris notre succession à ce moment-là, qui m'a dit au téléphone que tous ces fichiers avaient été jetés dans le jardin brûlé, et donc a donc disparu. Donc on ne retrouvera même pas ceux qui ont été arrêtés de toute façon sur toute la guerre. La Villa Suzini étant le centre qui a fonctionné depuis le début, en particulier avec Le Pen, jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Les autres centres de torture ayant fonctionné que dans certaines périodes. Alors, autre aspect que je voudrais soulever, c'est par rapport aux perspectives. Je pense qu'à partir de là, les archives qu'on pourrait trouver aujourd'hui seront sûrement très réduites sur le plan historique. On trouvera peu de choses, en particulier pour tout ce qui concerne Maurice Audin. Ça a été, à mon avis, nettoyé, entre guillemets, depuis longtemps, et tous les aspects très sensibles ont été, à mon avis, mis à l'abri. Par contre, aujourd'hui, il reste toute une série quand même de témoins de cette époque, vivants, des militaires en particulier, qui sont encore vivants, quelques-uns. Il y en a beaucoup qui sont quand même morts, mais il y en a encore un bon nombre qui sont vivants et qui peuvent témoigner oralement. Donner des informations concrètes. Il y a eu ce témoignage à l'humanité il y a quelques semaines, mais il y en a d'autres qui peuvent revenir, y compris si l'État, si le gouvernement veut effectivement répondre à cette demande.
et c'est le but, à mon avis, un des buts essentiels de l'association Maurice Audin, de travailler dans ce sens, imposer à l'État d'avoir un travail de mise sur pied de documents, de témoignages concrets des militaires actuellement. Et l'exemple du procès que j'ai eu avec le général Schmitt, parce que j'avais cité dans une lettre ouverte le fait qu'il était difficile de concevoir qu'il ne pouvait pas ne pas savoir comment était disparu Maurice Audin, de A à Z, est un exemple, à mon avis, qui montre comment l'armée veut essayer de limiter et d'étouffer, de ne pas donner le moindre élément tant qu'il y aura pas des militaires de cette époque encore vivants. C'est l'exemple, par exemple, du témoignage de Garcet, qui a refusé tout propos, aussi bien avec Nathalie Finesse, Marie-Manu Crobin ou autres qui sont allés le questionner sur cette question. Merci. Quelqu'un veut dire oui? Non, moi je voulais juste dire que, effectivement, le fichier que j'ai retrouvé, c'est une sorte de petit miracle, parce que les archives ont manifestement, effectivement, été nettoyées. Toutes celles du secrétariat général de Plotégen ont disparu. On ne trouve que des copies dans d'autres services de certaines choses qui évoluent de chez lui. Bien sûr. Ouais. Quant à l'anticommunisme, c'est effectivement le moteur le plus important des paras. Hein. Oui, bien sûr, il y a un anticommunisme, pardon, je te laisse la parole tout de suite, mais comme l'a souligné Pierre-Jean, il y a aussi la notion de communiste dangereux, si je puis dire, qui est dans la tête des militaires. Et les communistes dangereux sont ceux qui sont susceptibles de, ou ont déjà, ou vont rejoindre le FLN, ALN, les maquis. Et il y en a parmi eux, hein, et il y en a parmi les membres du PCA. Peut-être simplement sur l'anticommunisme, ajouter un élément, c'est que cet anticommunisme, bon, bien sûr, du côté de l'armée, il faut avoir en tête la guerre à l'indépendance du Vietnam, qui s'est produite juste avant, hein, c'est un élément majeur. Mais il y a aussi une dimension qui est partagée, qu'on voit bien dans la presse, disons, colonialiste d'Algérie, c'est que cet anticommunisme, il repose aussi sur un fondement raciste, qui consiste à dire qu'il n'est pas pensable que les Algériens se révoltent s'ils n'ont pas derrière eux une manipulation qui vient de l'étranger, alors soit directement de Moscou, soit des communistes français, soit des communistes européens d'Algérie. Il y a un article, je crois, de l'Écho d'Alger au moment où explosent les premières bombes de septembre 1956 à Alger, qui dit c'est forcément des communistes qui ont fait ça. Les indigènes ne sont pas capables de produire des engins explosifs de ce type-là, les leurs sont trop primitifs. C'est tel quel, hein, c'est pour là qu'ils sont employés. Voilà. Sylvie? Oui, un petit mot sur la question de l'enquête et de la recherche de la vérité. Bon, sur les archives, Josette et Pierre qui sont dans la salle pourront peut-être dire un mot des documents qu'ils ont pu voir à la suite des autorisations qu'ils ont obtenues pour voir a priori tout ce qui concernait l'histoire de Maurice Audin dans les archives. Pour ma part, ce que je tiens à dire, c'est que il n'y a même pas forcément besoin de destruction. Je veux dire, là, très honnêtement, dans le cas d'une disparition comme celle de Maurice Audin, je doute, j'aimerais bien être démenti, hein, mais je doute qu'il existe quelque part un rapport disant la vérité. Et donc, quand on regarde les archives publiques, les archives produites par l'armée, par la justice, en fait, si on cherche dans les archives de l'armée, on trouve la version mensongère. On va trouver le compte-rendu de l'évasion. On va trouver le compte-rendu de punition du sergent Misiri qu'on considère comme responsable de l'évasion. On va trouver le rapport du garde qui indique qu'à telle heure la Jeep est sortie. Enfin, ou qu'on lui donne l'alerte, je ne me souviens plus Josette, mais je crois qu'on lui donne l'alerte de l'évasion d'Audin. Donc on trouve en fait les traces du mensonge, puisqu'il y a une scène qui est jouée. Du côté de la justice, on va trouver le dossier d'instruction. Donc le dossier d'instruction, on tombe du coup dans les documents sur les limites que l'enquête que le juge a pu mener, c'est-à-dire qu'il a pu interroger un certain nombre de personnes, il a enregistré des dépositions, et donc les limites de la connaissance sont celles que lui-même a pu avoir au moment des faits. Ça veut dire qu'effectivement, les témoins sont essentiels, mais avec toutes les limites qu'on peut trouver à des paroles recueillies
des dizaines d'années après des faits et qui donc sans aucune intention, mauvaise intention de la part de ceux qui parlent, sont forcément des souvenirs qui peuvent être reconstruits, qui peuvent être mensongers. Et puis après il y a la question de la mise en confiance, à qui les gens acceptent de parler ou pas, à quelles conditions. Et donc tout ça pour dire peut-être revenir à ce qui avait été mentionné au début par Gilles sur la question de la déclaration présidentielle et peut-être d'une éventuelle difficulté qui pourrait se présenter avec la mise en place d'une éventuelle mission cherchant à faire la vérité sur les circonstances de la mort de Maurice Audin. On pourrait craindre à juste titre que s'il y avait, mais c'est une perspective qui me semble de plus en plus éloignée, mais s'il y avait formation d'une petite mission d'enquête en vue de chercher la vérité, ça pourrait servir de motif pour retarder la déclaration, en disant que la mission travaille et quand elle nous aura apporté les preuves, nous ferons une déclaration, sauf que les preuves sont tellement difficiles à trouver, même si on peut crédibiliser une hypothèse aux dépens des autres, c'est un peu difficile d'imaginer qu'un jour on va avoir des preuves irréfutables. Mais moi j'ai la position inverse. Il faut que la déclaration précède l'éventuelle formation d'une mission, parce que la déclaration, à mon avis, comme préalable, elle peut être susceptible de libérer la parole des témoins. Parce que, en gros, jusqu'à maintenant, les témoins qui savent, ils ne sont pas nombreux, à mon avis, mais les témoins qui savent, jusqu'à maintenant, la légitimité était de se taire. Ils étaient encouragés. S'il y a une déclaration qui prend le contre-pied, la légitimité, elle change de camp. Maintenant, ce qui est légitime, c'est plus de se taire, c'est de dire ce qu'on sait. Et là, on peut compter éventuellement sur des gisements d'archives que l'on n'a pas encore, qui peuvent être des archives privées. Parce que le cas de Maurice Smith, c'est intéressant, il n'est pas le seul. Il y a plein de militaires qui ont privatisé des archives, c'est-à-dire que quand ils ont quitté Alger, ils ont pris les documents dans leur malle, donc ça n'a jamais été versé nulle part. Donc là, peut-être qu'on pourrait compter sur le fait que telle veuve dise « Ah bah finalement, j'ai un dossier dans mon grenier, mais je ne vous l'avais pas dit, mais c'est autre chose que les archives publiques. » Je ne sais pas si Pierre ou Josette veulent dire un mot des archives, peut-être Pierre, si tu le souhaites, puisque quand même vous avez eu accès à un certain nombre de documents, donc peut-être dire ce que ça contient, ce qui est intéressant, puis aussi les limites éventuellement dans la recherche de la vérité. Bon, très rapidement, on a consulté beaucoup de choses, parfaitement inintéressantes, et qui n'apportaient rigoureusement rien. Effectivement, dans les militaires, il y avait le colonel Godard, qui est parti à un moment donné, parce qu'il dirigeait le RS, et il est parti avec un certain nombre de documents, parce que quand même, il fallait qu'il ait des moyens de pression sur les gens. Donc il avait un certain nombre de documents, il a été perquisitionné, et il y a un dossier qui a été retrouvé chez lui. Donc il y a des choses, il y a éventuellement des toutes petites choses qu'on peut trouver là. Par exemple, le journal de marche, etc., qui dit qu'on entend quelque chose, un tir au loin, etc., le soir de l'évasion, de la dite évasion de Maurice Audin. On peut dire que dans le journal en question, il est indiqué à 22h et quelques qu'on entend des tirs, ce qui prouve que la scène a été jouée. On voit aussi une indication qu'à 20h30, il y a une livraison de 8 qui arrive et qu'on loge pour la nuit, entre guillemets, qu'on installe pour la nuit. Entre les deux, il ne s'est rien passé. Mais si entre les deux, il ne s'est rien passé, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de jeep qui soit sorti du centre à ce moment-là, puisqu'il n'y a rien de noté dans les circulations par le journal en question. Le militaire qui note tout, qui note qu'un message est arrivé pour un tel, qui note qu'un camion est arrivé avec 8 suspects dont on va s'occuper pendant la nuit, et qui signale qu'on a entendu quelque chose, ce truc-là ne note rien, ne note aucun départ d'une Jeep avec un prisonnier dedans qu'on va transférer à tel ou tel endroit. Donc il y a éventuellement des choses de ce genre-là qu'on risque de retrouver dans des archives privées. C'est pas impossible. La deuxième chose relativement intéressante, mais qui devrait intéresser plutôt un prof d'histoire qu'une association, etc., c'est comment fonctionne la raison d'État, puisqu'on trouve dans les archives de l'Élysée
un document dans lequel il est question de, bon, bah, il faut expliquer au général de Gaulle en 1960 qu'il y a une affaire Odin et qu'il faut prendre position, il faut faire quelque chose, quoi. Il y a deux thèses. La première qui dit que c'est un fonctionnaire et qu'il faut savoir ce qu'il est devenu, et que donc le ministre de l'Éducation nationale souhaite savoir ce qu'est devenu le fonctionnaire en question, qui dépend de son ministère. Et donc, à cette occasion-là, on dit qu'il faut faire la vérité sur l'assassinat de Maurice Audin, ou sur le meurtre de Maurice Audin. Et puis, deuxième chose, si par hasard on faisait ce truc-là à ce moment-là, eh ben, ça risquerait de créer des troubles à l'ordre public, aussi bien du côté des anti-guerre d'Algérie que du côté des gens qui sont proches des milieux militaires. Et dans ces conditions, il faut choisir entre les deux, quoi. Et ça, il a choisi. Le choix a été fait. Le document est simplement un noté de la main de Gaulle qui dit qu'il convoque tel et tel ministre tel jour d'août 1960 avant le Conseil des ministres pour pour prendre une décision à propos de ça. Et puis il n'y a pas d'autres éléments dans les archives, donc on se doute de quelle a été la décision qui a été prise. Et on sait que l'instruction du procès, l'instruction de Rennes, qui devait déboucher sur un procès, a été interrompue. Voilà. Donc voilà, c'est la réponse. En partie, quand on a appris que Paul Telgen et lui allaient témoigner, ce qui a provoqué une véritable panique. Oui, il était prêt à témoigner dans le cadre de cette... Il a d'ailleurs été entendu, non? Il a été entendu, mais ça a contribué à pousser le gouvernement à faire cesser cette procédure. Voilà, parce qu'il craignait quand même. Donc il y a des choses qui peuvent nous donner des indices de compréhension. Et notamment le document déclassifié en 2013 qui fait allusion à un coup d'arrêt à l'instruction qui avait lieu en vue d'un procès de Rennes. Non, il y a des choses indirectes, oui, vas-y. Juste, l'instruction, elle est close par un non-lieu en raison de l'amnistie, surtout en 62. Oui, mais... S'il n'y avait pas eu l'amnistie, on aurait pu... Alors après, je ne sais pas, parce que ce qu'on voit aussi dans les archives dont parlait Pierre, c'est aussi la façon dont les témoins militaires qui allaient à Rennes passaient par le ministère de la Défense, et étaient quand même briefés sur ce qu'ils allaient dire au juge. Donc il y a quantité de limites. Mais en même temps, le juge de Rennes, c'est un personnage, c'est comme Reliquet était de Gênes. Je veux dire, on souffre avec lui, parce que, je ne sais pas, mais on a l'impression d'un homme qui fait ce qu'il peut là où il est, mais il convoque des témoins qui ne viennent pas, ou quand ils viennent, ils ont été briefés avant de venir. Donc voilà. Après, on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu l'amnistie et le non-lieu, voilà, qu'est-ce qui aurait pu se produire, on n'en sait rien. Juridiquement, elle pouvait toujours continuer jusqu'au non-lieu, mais de fait, elle a été interrompue en 60 déjà. Et les auditions ont été rendues impossibles par ce que tu décris. Donc il y a eu un coup d'arrêt que semble confirmer le document qui fait partie des documents déclassifiés en 2013 auxquels Pierre faisait allusion. Non, il y a des choses très indirectes qui peuvent être parlantes. Parmi ce genre de choses, dans le livre, justement, on parlait du général Maurice Schmitt, qui était lieutenant à l'époque, et il a une phrase dans un livre de 2002, donc c'est un livre récent. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est une phrase un peu, comment dirais-je, de remords sur le recours à la torture, dont il a été un des fidèles exécutants, un peu à la massue à la fin de sa vie. Alors il dit, il est clair que Boumengel, Maurice Audin et Larbi Ben-Midi auraient dû être traduits devant un tribunal. C'est quand même étrange cette énumération, parce qu'on sait très bien qu'Ali Boumengel et que Larbi Ben-Midi ont été exécutés, assassinés, après avoir été torturés. Alors pourquoi il énumère trois noms, Ben-Midi et Boumengel, et il y ajoute celui d'Audin? C'est étrange comme phrase. C'est presque une indication qu'il donne. Peut-être, si tant est qu'il faille la croire. Il ne sait rien sur la disparition de Maurice Audin. Comment? Et il ne sait rien? Non, mais il ne sait rien, il ne va rien vous le dire, mais voilà, il écrit ça. Donc, parmi les trois hypothèses que Sylvie a résumées au début, et qui font l'objet de débats, de recherches historiographiques, etc., bon, il faut essayer de documenter et réfléchir sur l'enchaînement possible pouvant conduire à l'une ou à l'autre. Par exemple, dans la réponse récente
de la ministre de la Défense à une question de Pierre Laurent, une question à l'Assemblée. Pierre Laurent demande donc que les archives soient ouvertes et que l'État reconnaisse la vérité. La ministre de la Défense répond que les archives ont déjà été déclassifiées. Elle fait allusion à la déclassification de 2013, qui, entre parenthèses, n'indiquait pas du tout ce que François Hollande a dit l'année suivante, qu'il est mort pendant sa détention. Donc, c'était une déclassification extrêmement partielle. Donc, la ministre fait allusion à cette déclassification et, je ne sais pas pourquoi, mentionne tout particulièrement un document qui y figure. Alors là, il faudrait voir exactement, regarder le texte et puis voir à quoi ça correspond dans le lot déclassifié, mais qui pourrait avoir trait à l'attribution du décès au lieutenant Charbonnier. Voilà. Puisqu'il y a eu ensuite des démentis du fils de Charbonnier. Bon, voilà. Bon, il faut fouiller toutes ces pistes. Et les trois hypothèses évoquées par Sylvie, il faut les travailler en essayant de voir ce qui les confirme ou ce qui les infirme. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Fabrice pourrait expliquer un peu plus. Ouais. Sylvie avait prévenu, on l'excuse, mais par rapport à ce fichier de quelques moins de 1000 noms, qui a été donc identifié. Okay.